Les islamistes, en 1978, pendant la Révolution, ils se sont alliés avec l'extrême gauche pour prendre le pouvoir. En fait, le Shah a gracié ceux qui ont fait tomber son régime et qui ont été les bourreaux du peuple iranien. J'ai pu entendre dire parfois que l'Iran, oui, c'est une dictature souple, les mollahs, ils ont une république un peu dure. Non, 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 non. C'est un régime tortionnaire. C'est un régime qui n'a rien à envier en fait au régime nazi. L'Iran, c'est un pays de tribus et de minorités ethniques. Et dès lors, ils disent tous que dans la Constitution, il faut fixer la protection des droits des minorités ethniques et des minorités de genre aussi, des minorités sexuelles. C'est quand même assez intéressant. Bienvenue sur VA+, bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran, sur lequel vous avez écrit de nombreux ouvrages, et vous êtes vous-même franco-iranien. Donc voilà, merci d'être chez nous pour parler des terribles événements qui secouent aujourd'hui l'Iran. Pour mettre un petit contexte, depuis la toute fin décembre, des manifestations un peu sans précédent secouent l'Iran. Elles ont commencé d'abord dans les quartiers commerciaux de Téhéran, il me semble, avant de s'étendre à tout le pays. Puis le mouvement contestataire a pris des airs de révolution et les premiers morts ont commencé à s'accumuler pour atteindre aujourd'hui quand même des chiffres particulièrement presque inimaginables, j'ai envie de dire, avec plus de 4000 morts selon certaines ONG et d'autres parlent même de plus de 20 000 décès. Malgré tout, ces manifestations ont l'air de faire vraiment vaciller le régime des mollahs. Alors moi, pour commencer, j'avais un peu envie de vous demander tout simplement ce que vous avez ressenti, ce qui a traversé votre esprit en voyant les premières images, à la fois des premiers rassemblements, mais surtout des premières violences, des premiers morts. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il est très difficile de mettre un mot sur ce que j'ai pu ressentir, comme de nombreux Iraniens en fait, de la diaspora vivant à l'extérieur. Je pense que nous avons été extrêmement meurtris, nous le sommes. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il y a des milliers de morts en fait en Iran. Le régime lui-même d'ailleurs, hier ou avant-hier, a parlé de 5000 morts, donc reconnaît lui-même. On est probablement, les estimations que moi j'ai, qui viennent des États-Unis ou de France, on est plutôt sur une vingtaine de milliers de morts à minima. On découvrira très certainement qu'il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des tas de gens qui sont blessés, qui n'ont pas reçu de soins. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, en Iran, un régime qui fait la guerre à son peuple, un régime qui a déployé en fait ses escadrons de la mort pour massacrer des civils qui ne sont pas armés, dont le seul tort, c'est de manifester. J'insiste là-dessus parce que ces civils ne sont pas violents. Dans certains endroits, ils ont été tués à la mitraillette. Ce que fait le régime aujourd'hui, le régime iranien, le régime du Mollah, est comparable, si vous voulez, à ce qu'ont fait les Waffen-SS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis à dessein parce que vos auditeurs ne le savent pas forcément, mais l'ayatollah Khomeini, qui est le fondateur de la République islamique d'Iran, était un admirateur d'Adolf Hitler. Il ne faut jamais oublier ça. Et qu'il était aussi un admirateur des frères musulmans égyptiens, et qu'il a savamment orchestré, je dirais, la mise en place de son régime avec cette milice des gardiens de la Révolution, qui est le bras armé du régime, qui est une milice idéologique, qui est l'exécuteur, si je puis dire, de ses basses œuvres. Mais alors aujourd'hui, justement, là, vous parlez des gardiens de la Révolution. Cette répression extrêmement violente, elle est faite par qui concrètement sur le terrain en fait ? Est-ce que c'est la police, des branches paramilitaires, les gardiens de la Révolution, l'armée qui en fait s'occupe entre guillemets de mater la Révolution Alors parmi les forces de l'ordre, si vous voulez, qui répriment dans le sang et la fureur, il y a plusieurs forces qu'on retrouve. Il y a bien sûr les gardiens de la Révolution, il y a leur milice civile, le Basij. Il y a également en fait des forces supplétives qui viennent de l'étranger. Vous avez par exemple des gens du Hezbollah libanais, vous avez des miliciens du Hezbollah libanais. Je rappelle que le Hezbollah quand même, c'est une organisation qui a été créée par les gardiens de la Révolution au Liban, organisation en fait terroriste. Il y a des Afghans. Vous avez aussi en fait des Irakiens qui sont présents. Ces milices, d'après les témoignages que l'on recueille, en tout cas que moi je recueille, elles ont vraiment pour ordre de poursuivre les fuyards, de les abattre, y compris en leur tirant en fait dans le dos, et même de rentrer dans les maisons ou les appartements, donc dans les immeubles, pour finir en fait le travail. Ce qui se passe, si vous voulez, est extrêmement grave. Moi, je suis très surpris que la communauté internationale ne réagisse pas davantage. Ce qui se passe en Iran, c'est, encore une fois, je le répète, on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. On ne doit pas rester silencieux. Or, aujourd'hui... Mais alors, justement, au-delà même d'un peu du silence international, sur place, malgré la coupure d'Internet, il me semble qu'elle est toujours active, en Iran, quelques images nous parviennent, quelques témoignages. On parle de morgues complètement dépassées, d'hôpitaux, mais qui n'arrivent plus du tout à gérer en fait, l'afflux de blessés, de morts, de mourants.
je pense qu'on a du mal à imaginer l'horreur évidemment qu'on voit, mais aussi malgré tout que ces gardiens de la révolution, que les policiers font subir à leur propre population, parfois à leurs frères, leurs cousins, enfin des gens autour d'eux. Est-ce qu'il y a quand même des défections, il y a un peu des moments de sécession un peu au sein même de ces instances? Qu'est-ce qui se passe Alors, vous avez absolument raison en fait de pointer cela. C'est parce que un certain nombre en fait de miliciens aujourd'hui ne veulent plus tirer en fait sur leurs voisins, leurs cousins, enfin, que le régime fait appel à des milices extérieures. D'accord. Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution islamique, demande à ces milices extérieures, ces escadrons de la mort, de faire ce que certains en fait de ses propres hommes, de ses propres forces, certaines de ses propres forces de l'ordre ne veulent pas forcément faire. Alors, des défections, oui, il y en a. Moi, j'ai parlé depuis 3 semaines avec plusieurs chefs des oppositions iraniennes qui me racontent tous la même chose, c'est qu'il y a effectivement des gens qui prennent attache avec eux. Alors, c'est vrai, chez les royalistes, chez le prince Reza Pahlavi, il y a des gens qui appellent à se regrouper autour de lui, qui parfois sont des gens qui travaillaient pour le régime. C'est vrai aussi chez les Kurdes, c'est vrai aussi chez les libéraux. Vous assistez quand même, on voit qu'il y a pas mal de défections. C'est très difficile pour moi en tout cas de les quantifier aujourd'hui. J'ai interrogé l'autre jour le prince Reza Pahlavi, mais il y a déjà une dizaine de jours pour le Figaro Magazine, qui m'expliquait qu'il y avait au moins 10 000 défections. Mais je pense que c'est plus parce qu'il y a beaucoup de groupes d'opposition qui sont approchés. Moi-même en tant que journaliste, je l'ai vécu. J'ai quelqu'un du régime en fait qui m'a appelé mais c'était déjà il y a plusieurs mois, et qui m'a demandé effectivement si je pensais qu'il pourrait venir en France. Évidemment, c'est pas mon rôle de journaliste de faire ça, surtout avec quelqu'un du régime, mais la réalité c'est que ce régime, plus personne quasiment n'y croit, à part quelques derniers fidèles. C'est un peu l'effondrement du régime nazi, si vous voulez. Je le compare à dessein. Dans mon livre La face cachée des Mollahs, je comparais et les gardiens de la Révolution à la Waffen-SS, mais le régime islamique au régime nazi. C'est-à-dire qu'au nom d'une idéologie, au nom d'une idéologie d'ailleurs expansionniste, parce qu'on parle bien d'un islamisme conquérant en Iran. Khomeini d'ailleurs l'a toujours dit, c'est d'abord l'Iran, c'était ensuite la Palestine, et ensuite ce sont les démocraties. Il faut relire ces textes, ils sont assez intéressants. Donc c'est nous en fait que cible l'Iran, et je le précise parce qu'on en parle très très peu. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes dans ce contexte où ce régime est en train de s'effondrer, il y a des fractures, il y a 2 grandes tendances en Iran qui s'affrontent depuis des années, ce sont les conservateurs et ce qu'on appelle, si vous voulez, les réformateurs. Les réformateurs, je le mets entre guillemets, c'est une mafia affairiste. Ils sont impliqués dans le trafic de drogue, le trafic d'œuvres d'art. Mais là-dessus sont intervenues d'autres fractures au sein même en fait de ces groupes, et vous retrouvez en fait ces fractures au sein du corps des gardiens de la Révolution ou de l'armée. Je précise une chose, c'est que tous les gardiens de la Révolution ne sont pas en fait dans ce corps paramilitaire par idéologie. Vous avez plein de gens qui font ça. D'abord, il y a des gens qui font de la logistique, de l'administration, et qui vont pour gagner simplement leur vie. Vous avez aussi des appelés. Quand vous faites le service militaire en fait en Iran, vous pouvez être appelé à servir pendant 2 ans. On peut rejoindre les gardiens de la Révolution en fait. Mais on vous l'impose. D'accord. On vous l'impose, ce qui fait d'ailleurs, moi je connais des gens qui ont fait leur service dans le corps des gardiens de la Révolution alors qu'ils étaient royalistes et qui donc sont contre le régime. C'est pas des fanatiques qui croient non, mais dur ça comme fer au explique régime. aussi que ce corps des gardiens de la Révolution, qui compte à peu près 180 000 hommes, en réalité il est très fracturé. Il est très très fracturé parce que les appelés en général ne sont pas contents en fait d'y servir. D'autre part, vous avez des gens qui considèrent aujourd'hui que le régime est allé trop loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un tout petit cercle, d'accord, de gens qui veulent continuer à maintenir le régime parce qu'ils gagnent leur vie. Il y a beaucoup de corruption en Iran. Les gardiens de la Révolution, sont à la tête de tous les marchés en fait liés à la drogue, au trafic d'armes, au trafic d'œuvres d'art. Ils tiennent 70% de l'économie, donc certains ne veulent pas lâcher, si vous voulez, pour cela. Mais ça ne représente pas une majeure partie aujourd'hui des gardiens. C'est pour ça que le régime, à mon avis, va tomber. C'est pour ça que je le dis, si vous le permettez d'un mot, il faut absolument que nos démocraties, à commencer par la France, se positionnent en soutenant en fait les manifestants contre ce régime en fait barbare. C'est un régime nazi islamiste. Ne pas le faire, c'est aller, c'est ne pas se placer du bon côté de l'histoire, tout simplement. L'histoire est en marche. Quand vous appelez nos gouvernants, même les puissances occidentales, à se positionner, c'est ne serait-ce que diplomatiquement déjà, ou même vous évoquez peut-être une action militaire sur place, enfin quelque chose pour sauver aussi le peuple iranien? Alors je pense qu'il y a d'abord une action, les mots ça compte, il y a une action effectivement diplomatique à faire, il y a aussi une action en fait juridique à faire, c'est classer. La France n'a pas encore classé les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Je vous rappelle que les gardiens de la Révolution, ils ont quand même commis des attentats, plusieurs attentats,
contre les intérêts français. Au Liban, on a eu en 1983 en fait des militaires qui ont été tués dans l'immeuble du Drakkar, mais en France ils ont posé des bombes aussi. Ils retiennent en plus des otages régulièrement français. Aujourd'hui, nos deux bien sûr, prisonniers, ils sont à l'ambassade, mais enfin, excusez-moi, mais en droit c'est du terrorisme. Très clairement. Donc, on ne peut que s'interroger sur la position en fait, du président Emmanuel Macron, qui continue, si vous voulez, de ménager la chèvre et le chou concernant ce régime, qui est un régime meurtrier. Je comprends qu'il soit gêné par les otages et qu'il essaye d'être prudent. On ne peut que le comprendre. Mais à un moment donné, il y a quand même des postures que l'on peut avoir. Vous l'avez dit vous-même, diplomatiquement, et je vous l'ai dit aussi, juridiquement. Quant à savoir si il faut une intervention armée, moi je peux vous dire que l'ensemble des chefs des oppositions, il y a 3 semaines, me disaient qu'ils étaient contre une intervention armée. Ces derniers jours, ça a changé, parce qu'il y a un massacre qui est en train d'être commis. Donc on est face à... c'est horrible ce qui est en train de se passer, j'insiste là-dessus. On ne peut pas laisser ce régime perdurer qui massacre sa population. Donald Trump, justement, il y a pas très longtemps, là, il me semble une semaine ou 10 jours, menaçait justement de frapper fort, selon ses mots, l'Iran et surtout les mollahs, s'il continuait la répression dans le sang. Finalement, il n'a rien fait pour le moment. Là, on parle d'une influence de certains des pays arabes qui l'auraient retenu de le faire, qui auraient retenu un peu son bras. On a en tête, évidemment, quand il a frappé les installations nucléaires, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, vers la fin du conflit Gaza-Israël, même s'il n'est pas vraiment terminé, mais en tout cas la phase violente. Pourquoi déjà n'a-t-il pas agi ? Et ensuite, on pourra en reparler, mais s'il agissait, qu'est-ce que ça pourrait réellement changer en réalité Si vous permettez, je voudrais vous répondre en expliquant que si l'on n'agit pas, le chaos va se répandre à travers tout l'Iran, la guerre civile va commencer en Iran, et vous aurez en fait de plus en plus d'Iraniens qui fuiront l'Iran. On va faire face à une vague migratoire qui va être très importante. Ne pas intervenir, c'est créer les conditions du chaos. Et je vous explique pourquoi je dis cela. En Iran, j'entends certains analystes sur certains plateaux de télévision nous expliquer, comparer l'Iran à l'Irak. L'Iran, c'est pas l'Irak. L'Iran n'est pas un pays arabe déjà. L'Iran est un pays qui a un très haut niveau de formation en fait, universitaire et intellectuelle, ce qui veut dire qu'il y a bien sûr une jeunesse particulièrement bien formée, mais globalement la société iranienne est bien formée. Et l'ensemble des chefs des groupes d'opposition iraniens aujourd'hui, en gros, de la gauche jusqu'aux monarchistes, en passant par les libéraux ou le centre, parlent tous d'instaurer un gouvernement de transition démocratique et laïque, c'est suffisamment rare au Moyen-Orient pour le souligner, n'est-ce pas, qui protégerait les minorités ethniques ainsi que les minorités de genre. Pardonnez-moi, on n'est pas capable de soutenir des gens qui défendent en fait les mêmes valeurs que nous, français ou américains, que nous, qui appartenons en fait à des grandes démocraties. Donc si vous ne soutenez pas en fait ces gens-là, le régime va continuer à persécuter ses opposants, va continuer à commettre des crimes de masse, j'insiste là-dessus, et donc les gens vont s'armer. Ça commence, il y a des appels à prendre des armes dans certaines régions, dans certaines provinces en fait d'Iran ces derniers jours. Voilà. Et moi, je pense aujourd'hui, si vous voulez, que c'est à la fois une lâcheté de ne pas soutenir ces opposants démocratiques. Je les connais bien, moi, pour beaucoup, puisque vous l'avez peut-être vu, j'en ai interviewé plusieurs pour le Figaro Magazine là, ces derniers jours. Je continue d'ailleurs à discuter avec eux. La majeure partie d'entre eux ne veulent rien d'autre qu'une démocratie et rien d'autre que, rétablir, reconstruire cet Iran qui rayonnait avant qu'il y ait les islamistes au pouvoir, et tout le monde a conscience, parmi les vrais spécialistes de l'Iran, que, évidemment, si on ne fait rien, on aura le chaos. Mais alors, en même temps, s'il se passe quelque chose, ça peut difficilement passer par autre chose pour le moment, en tout cas avec des bombardements ciblés, ou une intervention au sol est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. Mais bon, quelle que soit l'intervention, il y a quand même un risque aussi, qui dit intervention militaire dit un peu guerre, et un risque évidemment de perte civile, de collatéral. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de radicaliser peut-être une partie de la population qui hésite encore à se positionner, qui n'a pas encore rejoint les émeutes contre le régime? Est-ce que ça peut pas faire même un peu un sentiment à nouveau un peu patriote, un peu de en fait les États-Unis viennent nous bombarder, du coup garde. Alors moi je crois, c'est ce que je vois et ce que j'entends des gens avec lesquels je discute. Vous avez raison sur un point, il n'y a pas 100% des Iraniens qui sont d'accord pour qu'il y ait des bombardements. Moi, la majeure partie des chefs d'opposition avec lesquels j'ai discuté me disent qu'en fait ils souhaiteraient. C'est pas moi qui le dis, moi j'ai aucune légitimité, je vous répète ce qu'eux disent, qu'ils souhaiteraient des frappes ciblées, c'est-à-dire sur les têtes du régime.
Ils ne parlent pas en fait de bombardements massifs et personne en Iran ne veut d'armée étrangère sur son territoire. Mais je crois que c'est clair pour tout le monde. Je crois que c'est clair tant pour Donald Trump que pour l'ensemble en fait des dirigeants européens. Aujourd'hui, ce que réclament ces chefs d'opposition, c'est que Américains, Israéliens, peut-être d'autres, si vous voulez, décapitent la tête du régime en ciblant en fait des frappes sur les principaux dirigeants en fait de politique iranien et bien sûr les principaux dirigeants ainsi que les figures historiques du corps des gardiens de la révolution islamique pour déstabiliser complètement en fait le système. Encore une fois, moi c'est pas à moi d'en juger, mais je sais une chose, c'est que ne pas intervenir aujourd'hui, quelle que soit la forme que prend l'intervention, c'est laisser en fait des gens continuer à être massacrés. Je parle encore une fois de massacre. Je l'aurais beaucoup utilisé ce mot dans notre entretien. D'accord ? Massacre de masse, crime contre l'humanité, crime de guerre. On ne peut pas regarder se passer les choses sans rien faire. Vous parliez tout à l'heure du fait que les gardiens de la Révolution contrôlaient 70% de l'économie. Justement, ces manifestations, au départ, auraient commencé pour des raisons économiques, avant de muer un peu en ras-le-bol général en fait, contre le régime, en volonté de faire tomber le régime. Quelles sont aujourd'hui les motivations réelles des émeutiers en fait, en Iran ? Alors, je pense, si vous voulez, que ces manifestations, ce mouvement de révolte, il faut appeler un chat, trouve ses racines, si vous voulez, dans le temps long. Cette révolte, elle a commencé il y a déjà au moins 3 décennies. Les manifestations, vous en avez eu quasiment après l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Ça a commencé dans les années 80, mais les plus importantes dont on se souvient, c'est évidemment la vague verte de 2009. Et puis vous en avez eu par la suite encore en 2017, 2019, vous avez eu la révolution Femmes, Vie, Liberté. Tout ça, je crois que ce sont constitue une forme de chapitrage, si vous voulez, d'une histoire révolutionnaire, d'une histoire en fait d'un peuple iranien qui est très jeune. Je vous le disais tout à l'heure, la moyenne d'âge en Iran, c'est 32 ans. Les jeunes Iraniens ne veulent plus entendre parler d'islam comme système de gouvernance. Les Iraniens luttent contre l'islam politique, il faut bien l'entendre. Le régime iranien, l'Iran, il y a 2 grandes branches de l'islam dans le monde. Vous avez le chiisme et le sunnisme. Les Iraniens sont en général, enfin pour la majeure partie, des musulmans chiites. Si vous deviez, d'ailleurs, je pense à peut-être certaines personnes qui ne savent pas forcément, si vous deviez, en quelques mots, nous dire la différence entre les deux grands mouvements, si c'est possible. Alors, c'est très simple. En fait, le chiisme, si vous voulez, est organisé avec un clergé, avec une hiérarchie, et les mollahs, les religieux en fait de la mouvance en fait chiite, si vous voulez, agissent un peu comme des intermédiaires avec le divin, avec Allah, alors que chez les sunnites ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est, je dirais, il y a d'autres distinctions, mais c'est l'une des distinctions en fait majeures entre les 2 mouvements. Et si vous voulez, c'est ce qui fait qu'en Iran, d'ailleurs, le clergé s'est tellement organisé que derrière, il a organisé en fait ses troupes paramilitaires pour tenir en fait les populations. Mais ce que je voulais dire par là, et j'insiste là-dessus, c'est que le régime iranien chiite, c'est un régime frère musulman. Khomeini était un admirateur des thèses aussi des frères musulmans. Il ne faut pas l'oublier de Seyyed Qutb. J'ai interviewé l'un des fondateurs du corps des gardiens de la Révolution hier. Il le rappelle extrêmement bien. C'est que Khomeini s'inscrit en fait dans un historique politico-religieux qui est celui des frères musulmans égyptiens sunnites. Les frères musulmans, on l'a écrit plusieurs fois, je l'ai écrit d'ailleurs dans Valeurs Actuelles par le passé, les frères musulmans égyptiens sont des gens qui ont soutenu Adolf Hitler. Khomeini était un admirateur d'Adolf Hitler. Il faut comprendre à qui on a affaire encore une fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser ce régime, une fois de plus, en place. Et alors, justement, vous parliez de ce ras-le-bol de la population, en fait, d'un islam au pouvoir, d'un islam politique là-bas. Moi, d'ailleurs, j'ai couvert pour Valeurs Actuelles la manifestation dimanche. Il y a eu plusieurs manifestations, mais notamment une assez importante dimanche au Trocadéro à Paris, de franco-iraniens, d'Iraniens en France, qui soutenaient le peuple iranien et la révolution. Alors, c'était une branche plutôt royaliste, mais beaucoup d'entre eux dénonçaient justement l'islamisme en fait aussi, et comment le poison en fait de l'islamisme là-bas a détruit entre guillemets leur pays ou aujourd'hui tue leur peuple. Est-ce que voilà, il y a vraiment aussi au-delà du régime en particulier, au-delà de l'économie, au-delà de tout ça, un peu vraiment la population cible aussi l'islamisme en fait, enfin quelque chose qui nous paraît parfois un peu lointain et en même temps parfois très proche, douloureusement. Les mosquées sont désertées depuis plusieurs années en fait en Iran, à tel point que vous en avez en fait plusieurs milliers ou même plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui qui ont fermé. D'accord. Il faut comprendre que les Iraniens supportent en fait l'islamisme depuis 47 ans. Ils en ont vu en fait les méfaits.
Donc ils ne veulent plus en entendre parler. Leur sujet, ce n'est même pas l'islam, c'est l'islam politique, c'est l'islam des frères musulmans qui les gouverne et qui les martyrise depuis 47 ans. Très clairement, dimanche, je vous parlais de la manifestation des Iraniens, vous n'aviez pas que des monarchistes, si je puis me permettre, vous aviez des gens, en fait, des Iraniens de centre-gauche, vous aviez des Iraniens qui étaient totalement apolitiques, qui étaient présents aussi. Il se trouve que ces Iraniens, en fait, aujourd'hui, font la comparaison. Et c'est vrai en Iran, moi les gens que j'ai interviewés en Iran disent, en fait à l'époque où l'Iran est resté pendant 2600 ans, une monarchie, il y a eu plusieurs dynasties, mais ils disent, avant l'époque des Mollahs, donc pendant la monarchie des Pahlavis, c'est la dernière dynastie qui a régné sur l'Iran, alors oui le communisme était interdit, mais si on n'était pas communiste, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on était libre de se promener dans la rue main dans la main avec une copine ou un copain sans se faire matraquer par la police des mœurs, on pouvait voyager, on pouvait sortir, on pouvait aller au restaurant, en boîte, etc. Ce qui a changé en fait en Iran, c'est-à-dire que les libertés fondamentales aujourd'hui, en Iran, n'existe plus. Et si vous demandez à être libre, on vous matraque. Et une deuxième chose, c'est que sous la dynastie des Pahlavis, le pouvoir d'achat avait considérablement augmenté. Et dès lors, il y avait énormément de travail. Ce qui fait que les Iraniens sont d'ailleurs mis à cette époque à acheter des voitures. Aujourd'hui, un jeune Iranien qui n'a pas connu la dynastie des Pahlavis se dit, mais enfin à l'époque, nos parents ou nos grands-parents vivaient bien. Aujourd'hui en Iran, je le dis pour vos téléspectateurs et vos auditeurs. En Iran, 2/3 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors que l'Iran devrait être un des pays les plus riches du monde. L'Iran a du pétrole et du gaz liquide. Vous avez 2/3 du territoire qui n'a plus accès à l'eau potable. Il n'y a quasiment plus d'électricité. L'électricité, en fait, est rationnée. D'accord, on le réalise pas En plein hiver, nous sommes en hiver. En Iran, les hivers sont rudes. Donc pas d'électricité, pas possible de se chauffer, on ne peut se chauffer qu'au bois. Sauf qu'il n'y a quasiment plus en fait de bois de chauffage en Iran. Pourquoi ? Parce que les gardiens de la Révolution, pour des raisons affairistes, ont dévasté les quelques forêts qu'il y avait en Iran. D'accord ? Donc c'est un pays qui est en train de sombrer alors qu'il devrait être un des plus riches de la planète. Ce pays est tenu par une mafia, je l'ai expliqué dans le dernier livre que j'ai écrit avec Jean-Marie Montali, mon co-auteur. Nous expliquons de façon très claire que c'est une mafia terroriste qui tient l'Iran aujourd'hui, d'accord, qui a mis ce pays à feu et à sang, mais qui l'a ruiné. Des fortunes entières se sont construites en Iran parce que l'argent du pétrole, les bénéfices du pétrole sont détournés par les dignitaires du régime, comme les bénéfices du gaz. Toutes les richesses de l'Iran ont été détournées par les mollahs et les chefs des gardiens de la Révolution. Ils ont placé cet argent dans le monde entier, en Turquie, dans des programmes immobiliers, mais aussi dans des casinos en Asie du Sud-Est, à Macao notamment. Ils ont placé cet argent au Venezuela aussi, si vous voulez, pendant que leur peuple meurt de faim, pendant que leur peuple se fait tirer dessus par des milices étrangères. Voyez, donc c'est tout ça que ne savent pas en fait les gens. Et je voudrais dire une chose, on s'est beaucoup mobilisé en France pour Gaza. Mais ce qui se passe en Iran me semble aussi grave. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas les voix qui se sont élevées en fait pour Gaza s'élever pour les manifestants iraniens. Soyons bien clairs, moi je ne vous parle pas des voix de l'extrême gauche. La LFI, j'ai suffisamment écrit sur leur lien avec les proxys de l'Iran pour ne pas attendre quoi que ce soit d'eux. Mais globalement, les voix humaines, les voix politiques, les voix intellectuelles de la France doivent s'élever davantage. Oui, on sent qu'il y a un malaise, en tout cas d'une partie de la gauche. La droite a un peu plus répondu, j'ai l'impression, récemment, mais la gauche a du mal, en tout cas, à se positionner clairement, à parfois assumer aussi une critique de cet islamisme là-bas. Pour vous, pourquoi justement ils n'osent pas se positionner aussi clairement ? Est-ce que c'est parce que justement là-bas les communistes ont marché main dans la main avec l'islamisme Moi je vais vous dire, il y a plusieurs choses en fait qui leur posent problème aujourd'hui. La première, vous savez, une de nos consoeurs m'a posé une question l'autre jour concernant le prince Reza Pahlavi. Elle m'a dit, il est d'extrême droite. Alors je dis, écoutez, non, il n'est pas d'extrême droite, c'est plutôt un libéral, progressiste, plutôt. Il y a beaucoup de gens de centre autour de Reza Pahlavi. Je connais assez bien l'écosystème des mouvements d'opposition iraniens. Donc, non, pas du tout. Et elle me dit, mais oui, mais quand même, il est allé en Israël, il est allé rencontrer, le Premier ministre israélien. Alors je lui dis, écoutez, excusez-moi, mais les Iraniens et les Juifs, ce sont deux peuples qui entretiennent une relation biblique depuis 2500 ans, qui remonte au roi Cyrus II, en fait, le Grand, qui avait sauvé en fait de l'esclavage les Juifs de Judée déportés en fait en Mésopotamie. Il les a libérés, leur a permis de rentrer dans leur pays. Et ces deux peuples se disent souvent peuple frère, peuple cousin, enfin voilà.
Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème en fait pas pour la gauche d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une gauche tout à fait fréquentable en France. Je pense que vous avez des gens de centre-gauche en France qui comprennent extrêmement bien ça, qui comprennent très bien ça, mais vous avez une gauche radicale aujourd'hui qui n'accepte pas cela. La deuxième chose, c'est que vous savez, je suis d'origine iranienne, je suis franco-iranien. Je pense qu'on a un vrai problème pour les gens de la gauche radicale. Moi, vous me connaissez à Valeurs Actuelles, puisque je suis grand reporter, je travaille pour ce journal depuis presque 30 ans. Mais la réalité, c'est qu'on est contre l'islamisme, on est contre le communautarisme, on considère que l'Iran, débarrassé des mollahs, devrait être à nouveau en fait, un allié en fait, d'Israël, en tout cas entretenir de bons rapports avec Israël et les États-Unis. Donc on ne correspond pas du tout en fait, à l'image cliché que l'extrême gauche véhicule sur les gens d'origine orientale, pour ne pas dire sur les musulmans, parce qu'en général, ils aiment bien assigner en fait, les orientaux à l'islam. Désolé, en Iran, il n'y a pas que des musulmans. Et la deuxième chose, et quand bien même, de toute façon, beaucoup de musulmans aujourd'hui, vous l'avez vu, ne vont plus dans les mosquées, se défient de l'islam politique, de l'islam comme système de gouvernement. Et donc, si vous voulez, on pose un vrai problème en fait, intellectuel à des gens qui ont voulu en fait, assigner tout ce qui venait en fait, du Maghreb et du Moyen-Orient à, à un certain cadre. Voilà. Juste nous, non, on est pour la démocratie, on n'a pas envie de faire la guerre à Israël, au contraire, on n'a pas envie de faire la guerre non plus aux États-Unis. Et surtout, c'est que les Iraniens actuellement, dans la rue, vous l'avez entendu, crient, les jeunes Iraniens, Javicha, ce qui veut dire longue vie en fait au roi. C'est-à-dire qu'ils appellent au retour en fait du prince Reza Pahlavi, ce qui est aussi un vrai problème en fait, parce que les islamistes, en 1978, pendant la Révolution, jusqu'en 1979, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont alliés avec l'extrême gauche pour prendre le pouvoir. D'accord ? L'extrême gauche et les islamistes ont massacré des dizaines de milliers de gens en Iran pendant la Révolution. Y compris des personnes de gauche en France qui ont soutenu, il me semble, la révolution iranienne, qui se sont engagées aussi pour... Écoutez, Jean-Paul Sartre, en 1978, appartenait à l'association de soutien à l'ayatollah Khomeini. D'accord ? Il a cité très longuement, il était très ami avec Ali Shariati. Ali Shariati était un islamo-marxiste. Ali Shariati avait créé en fait l'association socialiste des adorateurs d'Allah. Il faut le faire quand même. D'accord ? Vous avez Michel Foucault qui a dit de Khomeini que c'était un saint. Si vous voulez, ces gens-là ont raconté n'importe quoi. La gauche, ces intellectuels de la gauche radicale ont trahi, de mon point de vue, complètement, si vous voulez, l'esprit de l'humanisme français. Et cette extrême gauche, regardez ce qu'elle fait en France aujourd'hui. Regardez ce que fait LFI. Regardez ce que font certains députés qui vont manifester avec Salah Hamouri, par exemple. Mathilde Panot, Manon Aubry, on les a vus aux côtés de Salah Hamouri. Salah Hamouri, je le rappelle également, c'est un membre du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, une organisation classée sur la liste des organisations terroristes en Europe. Et donc en France. Salah Hamouri, il a été condamné à 7 ans de prison pour avoir fomenté un attentat contre le grand rabbin d'Israël. Son groupe terroriste de Salah Hamouri, il est financé et armé par l'Iran. En 2021, le porte-parole du FPLP a dit, en parlant des gardiens de la révolution en fait, islamique iranien, ce sont nos frères de sang. Ça ne peut pas être plus clair. Donc vous voyez bien qu'on représente, nous, un problème pour les gens d'extrême gauche. Évidemment, on est contre ça. Nous, on est contre l'islamisme, on est contre l'extrémisme de gauche. Moi, si vous me posez la question, je crois que c'est un secret pour personne, je n'aime pas le communisme parce que je sais ce que les communistes ont fait à l'Iran. Voilà, mais comme beaucoup d'Iraniens, j'aime pas l'islamisme non plus. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à concevoir de voir, moi je l'ai vu encore une fois à cette manifestation dimanche où, quoi qu'on en pense, beaucoup se plaignaient du manque par exemple de figures féministes françaises ou de figures en effet, donc LFI, la gauche radicale, qui sont les premiers à monter au créneau pour le féminisme, pour les avancées sur de nombreux points en France. Et pourtant là-bas, on a ces images, moi j'ai en tête là un reportage que j'avais regardé il y a quelques semaines, qui se passait avant la révolution, les révoltes en ce moment, mais où on voit une jeune femme qui n'a pas son voile bien mis durant un anniversaire du régime. Et il y a un peu des gardiennes des mœurs qui viennent lui remettre et qui la forcent et la sermonnent devant la caméra d'Arte, il me semble. Et on voit son regard vraiment, en fait, dans l'incompréhension, la tristesse, quelque chose de très résigné aussi. Et aujourd'hui, voilà, on les voit monter au créneau. Il y a cette femme qui brûle la photo de Khamenei avec sa cigarette. Pourquoi il ne s'empare pas du sujet ? En fait, quelque part, ils disaient tous à cette manifestation, mais ça doit être transpartisan.
Pourquoi ce sectarisme encore? Pourquoi ne pas aller plus loin? En tout cas sur le féminisme, au-delà de l'islamisme, etc. Non mais écoutez, c'est ce que je vous disais, je pense que le logiciel en fait aujourd'hui des gens qui se révoltent en Iran, comme des gens qui les soutiennent, hein, je pense aux gens de la diaspora, on ne correspond pas du tout à l'image que se font des Sandrine Rousseau, si vous voulez, de la femme musulmane. Vous n'êtes à pas mon les bons sens. clients en gros. Mais je pense qu'on est même des très mauvais clients pour la gauche et pour les écologistes français, en tout cas, à tout le moins, qui voudraient nous assigner, si vous voulez, à une forme de victimisation. On devrait être les... Moi, je vais vous dire une chose, la France, elle a sauvé nos familles. Les États-Unis, il y a une grosse diaspora, ont sauvé beaucoup d'Iraniens. Nous, quand on est jeunes, les Iraniens, moi que j'ai été élevé, mon père nous expliquait qu'en France, on avait plus de devoirs que de droits, parce que la France nous avait permis, enfin en tout cas avait permis aux gens de nos familles de venir s'installer en France. C'est important de l'entendre. Nous, en général, on était les Iraniens de la diaspora, nous sommes très patriotes, très républicains, très démocrates. On considère qu'il faut respecter le pays qui nous a accueillis ou qui a accueilli nos familles. Oui, ses valeurs, sa manière de fonctionner, etc. Bien évidemment. Donc on ne correspond pas du tout à l'image, si vous voulez, victimaire qu'on essaye de nous assigner. Il y a une autre chose aussi, c'est que les Iraniens en général, regardez dans la diaspora, il y a un très haut niveau d'études aussi. D'accord, vous avez beaucoup d'Iraniens qui sont chirurgiens, ingénieurs, entre architectes, etc. Vous avez, quand ce sont des Iraniens qui n'ont pas pu passer des diplômes, en général, ils créent leur propre business, et peu importe qu'ils soient marchands de biens, épiciers, ils travaillent tous. Des Iraniens au chômage en France, je ne connais pas les statistiques, mais je crois qu'il y en a peu, je connais quand même assez bien la diaspora. En fait, nous formons en fait une diaspora extrêmement d'ailleurs intégrée à tel point qu'on se sent français. Moi, je parle beaucoup de l'Iran, évidemment, en tant que journaliste, c'est ma spécialité, mais pour moi, il n'y a qu'une seule communauté en France, c'est la communauté nationale. Et je pense que vous demanderez à des Iraniens, ils vous diront la même chose que moi, très clairement. Donc vous voyez, on est pour ces gens-là, on n'est pas le bon casting. Oui. Bah, je pense qu'il y avait pour rester sur cette manifestation une dernière fois, il y avait un jeune manifestant, donc lui, franco-iranien également, qui m'a raconté, il était assez troublé, parce qu'en fait, il y avait une manifestation le samedi, aussi, qui était plus de gauche, disons, ou en tout cas organisée par la gauche, où il s'est rendu avec des amis à lui, donc franco-iranien, mais plutôt de gauche, lui se revendiquait comme franco-iranien de droite. Et il était venu du coup avec le drapeau de la monarchie, avec au milieu, enfin, qui change. Et en fait, d'abord, il s'est fait, de ce qu'il me raconte, en tout cas, écarté par la police parce que risque que, en fait, ça dégénère, etc. Bon, il revient en se disant, bah, je suis franco-iranien, enfin, j'ai quand même le droit d'être à cette manifestation pour mon peuple. Et là, cette fois-ci, c'est des militants qui avaient organisé la manifestation, des militants donc français, hein, qui n'avaient aucun lien avec l'Iran, et de gauche, qui l'ont viré. Je crois que c'est la manifestation où il y avait cette image des Femen, justement, qui brûle à la fois une image de Khamenei et une image du Shah. Il y avait vraiment de la compréhension, enfin, c'est très dur, en fait, parce que je pense qu'il s'inscrit complètement dans ce que vous disiez, de ce sentiment d'intégration, et d'un coup, ils se sont aussi un peu rejetés par les Français aussi, enfin, par une part de la population française qui ne comprend pas son combat, en fait, et met peut-être leur logiciel français, gauche, droite, etc., alors que c'est plus complexe que ça. Non, mais d'abord, l'Iran, c'est un pays qui est très complexe, c'est une culture qui est très complexe. Tous les pays, vous allez me dire, sont complexes, mais c'est une culture très particulière. Et c'est ce que je vous disais, c'est que dans ces manifestations, vous retrouviez souvent des gens qui étaient apolitiques, très clairement, et qu'on a, là encore une fois, même parfois des journalistes ont voulu les assigner à un camp ou à un autre, soit étant à gauche, soit étant en fait à droite. Mais je peux le comprendre après, hein, parce qu'on regarde les symboles. La réalité, c'est quand on connaît la diaspora, et même la manifestation de dimanche qui appelait au retour en fait du Shah. La réalité, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient apolitiques en fait dedans, puisque j'en connaissais un certain nombre, des gens qui étaient parfois d'ailleurs de gauche aussi. Enfin, si vous voulez, c'était vraiment un mélange de plein de gens simplement qui considèrent que la solution, en tout cas tout au moins pour un gouvernement de transition, la solution idéale, ça reste en fait Reza Pahlavi, donc le prince Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, qui habite à Washington. Qui habite à Washington, parce qu'il est très connu, si vous voulez, pour avoir des positions très apaisées. Il veut une relation pacifiée avec les États-Unis, avec Israël, donc ça rassure tout le monde. Le fait il a vécu en Iran jusqu'à l'âge de grosso modo de 16, 17 ans, 18 ans, mais il a ensuite vécu aux États-Unis, il vit encore aux États-Unis, mais justement, il rassure une partie des Iraniens parce qu'il est considéré comme quelqu'un, si vous voulez, qui permettrait à l'Iran de renouer une relation en fait très apaisée avec l'ensemble de l'Occident. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Le fait qu'il vive à l'extérieur de l'Iran, il n'a pas eu le choix, hein, il est en exil forcé, c'est aussi rassurant. Moi, j'entends plein de gens dire « Ah, oui, mais enfin, quand même, il ne connaît pas l'Iran. » Bah si, il connaît l'Iran, il y a vécu, donc quand même, il connaît un peu. Et il faut cesser d'opposer les gens de la diaspora à ceux de l'intérieur, parce que les Iraniens ne le font même pas entre eux.
Et donc là, encore une fois, en fait, on confisque... Il y a une vraie union, en fait. Oh, écoutez, moi j'ai le sentiment qu'on confisque parfois aux Iraniens, enfin on leur conseille même qu'il faut prendre ou pas prendre. Moi j'ai entendu ces derniers jours des gens nous expliquer, hein, des analystes français, j'en ai entendu un, écoutez, sur une chaîne de télévision nous expliquer que Reza Pahlavi parlait le persan avec un accent occidental, etc. Ce qui est faux, hein. La personne qui a dit ça parle pas le persan. Quand on lui a demandé, mais vous savez ça comment? Ah ben parce que des Iraniens me l'ont dit, des amis iraniens. Si vous voulez, le degré, comment dire, de charlatanisme, je n'ai pas d'autre mot, parfois va très loin. Et donc les Iraniens aujourd'hui, si vous voulez, le vivent assez mal. Ils disent, laissez-nous choisir, quoi. C'est pas aux Occidentaux, c'est pas, enfin, de nous dire avec qui on doit mettre en place un gouvernement de transition, c'est à nous en fait de le choisir. Et je les entends quand ils disent ça, moi je le comprends parfaitement bien. Il faut comprendre que dans ces manifestations, donc vous retrouvez en fait cette envie de choix. Après, écoutez, vous parliez des drapeaux. Moi, je sais que j'étais à la manifestation de dimanche dernier. Dans l'ensemble, les drapeaux que j'ai vus, c'était plutôt des drapeaux qui étaient des drapeaux de l'Iran pré-islamique. Hein. Ce n'étaient pas forcément des drapeaux monarchistes. Ah oui, d'accord. Parce qu'encore une fois, les Iraniens sont très matures politiquement et ils savent qu'il y a une diversité, une pluralité en fait, d'opinions en fait, en Iran. Il faut en sorte quand même, à part quelques extrémistes, on en trouve toujours évidemment, mais il faut en sorte quand même de respecter ça. Alors aujourd'hui, comme vous le disiez, une bonne partie, en tout cas, alors peut-être pas tous, mais il y a aussi une partie qui n'appelle à ni chat ni mola, mais une bonne partie en effet voit en Pahlavi potentiellement, en tout cas, un gouvernement de transition, la possibilité d'un renouveau. Pourtant, ça reste aussi ce même peuple qui avait en partie en tout cas mené la révolution de 78. Comment expliquer justement qu'aujourd'hui il y ait cette volonté, en tout cas pas forcément de retour à la monarchie, mais de revoir cette figure du Shah pour en tout cas un peu les sauver, enfin quelque part les sortir de cette horreur, alors que c'est le même peuple qui a fait la révolution il y a maintenant plus de 40 ans. Alors c'est intéressant ce que vous dites, la révolution islamique, elle a déjà 47 ans, et c'est pas le même peuple. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants ou les enfants de ceux qui ont fait la révolution, en fait, à l'époque. L'Iran a profondément changé, les nouvelles technologies de l'information sont passées par là, et les jeunes Iraniens savent comment on vit. Sans parler même de comment on vit à New York ou à Paris, en tout cas, ils savent comment on vit même pas loin de chez eux, c'est-à-dire à Dubaï. Et donc, ils savent qu'il y a plus de liberté dans des pays, en fait, qui sont pas loin de chez eux. Oui, il y a un côté guerre froide un peu avec le mur... On imagine la manière dont vivent ceux de l'autre côté, en fait, en réalité, bien sûr, libre. Oui. Et donc, ces Iraniens reprochent souvent à leurs parents ou leurs grands-parents d'avoir fait la révolution. Ils se documentent énormément grâce à Internet. Et en fait, ils voient simplement qu'à l'époque en fait, des Pahlavis, il y avait un pouvoir d'achat qui était important. Aujourd'hui, l'Iran est en faillite totale. L'argent ne vaut plus rien en Iran. Hein. Vous le savez, je l'ai écrit dans Valeurs Actuelles il y a quelques jours. Il y a ce regard, si vous voulez, sur une époque qu'ils n'ont pas connue, mais qui était une époque... Vous savez, on parle toujours en fait des Rolling Stones à Téhéran. Les Rolling Stones n'ont jamais fait de concert à Téhéran, mais la légende veut que... Mais il paraît que c'est vrai, m'a dit un ancien disquaire, c'est que par exemple en Iran, dans les années 70, les albums, ou certains albums des Rolling Stones, étaient d'abord en fait chez les disquaires iraniens, avant d'être dans les disquaires en France. D'accord. Et si vous voulez, il y a toujours cet élément-là de comparaison qui revient. Alors souvent chez des gens qui n'ont pas connu, encore une fois, cette époque, mais il y a cette nostalgie, peut-être ce fantasme d'ailleurs d'un Iran qu'ils n'ont pas connu, mais qui était en tout cas un Iran qui était au moins un Iran dans lequel globalement il n'était pas parfait, mais voilà, on pouvait vivre mieux, d'accord. Et je ne dis pas que l'Iran de l'époque était parfait, je dis juste qu'on y vivait mieux. Voilà. Et donc, si vous voulez, cette génération-là aujourd'hui, elle considère que l'islam politique les persécute. Il y a un vrai problème. Les Iraniens, les jeunes Iraniens, ils sont surdiplômés, ils ne trouvent pas de travail. Parce qu'encore une fois, on est dans un système en fait, de copinage. Je parlais de la corruption tout à l'heure. Pour trouver un boulot intéressant en Iran, on a intérêt, quand on est diplômé, à avoir des bonnes relations avec le régime. Oui, c'est vraiment la corruption à tous les étages, en fait. C'est la corruption, exactement. Absolument, c'est la corruption à tous les étages. Dès lors, si vous voulez, cette nouvelle génération, très clairement, aujourd'hui, elle veut renverser les mollahs. Elle n'en veut plus. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des manifestations, il y a des images où on voit d'ailleurs des Iraniens qui appellent avec des pancartes au retour en fait de Reza Pahlavi, mais aussi des Iraniens qui appellent Trump à venir les aider. Voilà. Donc on ne peut pas en fait nier tout ça. Moi je ne dis pas que c'est 100% des Iraniens, c'est une partie importante des Iraniens. Voilà. Il y a évidemment des gens qui ne pensent pas comme ça, il faut les entendre, c'est aussi une réalité, mais ceux qui ne pensent pas comme ça ne doivent pas confisquer non plus, je dirais, la parole à ceux qui aujourd'hui réclament
le retour, alors je dirais même pas d'ailleurs d'un roi ou d'un prince, parce que Reza Pahlavi dit très clairement qu'il ne voulait pas rétablir la monarchie en fait en Iran, que c'était aux Iraniens de choisir le système politique qu'ils souhaitaient avoir. Donc en clair, ils souhaitent mettre en place un gouvernement en fait de transition, une constituante, mettre en place les conditions en fait d'un vote des Iraniens pour se prononcer soit sur une démocratie en fait républicaine comme système, d'accord, politique, ou une monarchie qui serait constitutionnelle. Voilà. Pour le moment, quand on lui parle monarchie, il dit c'est pas le sujet. D'accord. D'accord. Donc c'est important de le répéter en fait à l'envi, parce que j'entends dire le contraire sur certains plateaux Oui, de il y a des gens télévision. parlent de monarchie absolue qui pourrait revenir, enfin de. Mais personne n'en veut. Enfin, Mm. écoutez, moi je connais encore une fois assez bien les oppositions iraniennes. Elles sont nombreuses, elles sont plurielles, de gauche à droite, en passant par les monarchistes parlementaires. Mais autour de Reza Pahlavi, je n'ai pas entendu une seule fois, pas une, quelqu'un me parler de retour à la monarchie absolue. Hein. Je crois que c'est pas du tout ça le sujet, hein, encore une fois. Mais c'est ce que l'on raconte. Mais c'est un peu à l'image de ce journaliste qui a raconté l'autre jour que Reza Pahlavi avait un accent en parlant, d'accord, l'iranien. Enfin, les gens raisonnent parfois, c'est comme ça, hein, on le sait en tant que journaliste, raisonnent par cliché, par punchline. Voilà. Moi, je rappelle à ces gens qui font ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des milliers de gens qui sont massacrés en Iran, des milliers de gens qui sont en train de mourir de faim aussi. Il faut vraiment entendre les Iraniens, les écouter. Il faut maintenant écouter les oppositions iraniennes, plurielles, encore une fois, mais écouter ce qu'elles souhaitent. Alors là, vous parliez, je trouve ça très intéressant, de justement ce décalage de génération, les jeunes d'aujourd'hui qui en veulent en fait à leurs grands-parents qui, eux, ont fait la révolution, ou leurs arrière-grands-parents. Pourtant, on a aussi voilà, des images, je pense que beaucoup ont en tête, où on voit notamment les jeunes femmes iraniennes dans les années 70, très libres, qui s'habillaient comme elles voulaient, tout le monde avait l'air assez libre dans la rue. En réalité, comme vous disiez, ils pouvaient sortir, il y avait la musique. Et pourtant, donc, il y a la révolution qui arrive, et en quelques mois, en quelques années, ça change complètement. On passe à un régime beaucoup plus conservateur, austère, d'un islam radical. Comment un peuple accepte en si peu de temps de renoncer à autant de liberté et de se mettre sous sous la chape sous le contrôle d'une théocratie en fait, aussi rapidement et de manière aussi austère. Alors d'abord parce que à l'origine, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit une majeure partie d'Iraniens qui ait fait la révolution. Ce sont évidemment peut-être quelques millions d'Iraniens qui ont voulu en fait se débarrasser du régime. Mais à l'origine, quand vous regardez l'histoire en fait de la révolution iranienne, ce sont d'abord en fait des groupuscules en fait d'extrême gauche, communistes, islamo-marxistes, et les islamistes qui étaient autour de Khomeini qui ont fait cette révolution. Cette révolution, elle est passée aussi par les universités à l'époque. Et notamment, en fait, les islamo-marxistes et les communistes qui étaient très présents. Ils faisaient des études, ils étaient très présents dans les facs. Et il y avait beaucoup de profs qui avaient été formés d'ailleurs en France, aux États-Unis, qui avaient côtoyé en Occident, si vous voulez, des groupuscules de gauche, qui sont retournés en Iran en criant mort à l'impérialisme. Et c'est comme ça que ça a fait en fait tache d'huile. Et quand Khomeini était en exil dans la région parisienne à Neuf-le-Château en 78, donc Khomeini, le fondateur de la République islamique, lui parlait de démocratie, il disait « je vais rétablir la démocratie » ou « établir la démocratie » parce qu'il n'y avait jamais eu de démocratie en Iran. Et donc, il a été soutenu quand même par une partie de l'opinion internationale. On parlait de Sartre tout à l'heure ou de Michel Foucault, par les intellectuels. Et quand il est rentré en fait en Iran, si vous voulez, les Iraniens ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il établisse en fait une dictature. Sauf qu'il est rentré, il avait la main sur les forces de sécurité, de façon claire, et donc il a commencé à persécuter tout de suite ses opposants. D'accord. Au bout d'un an et demi, il a fait assassiner l'ensemble en fait des cadres communistes, islamo-marxistes qu'il avait soutenus. Aussi, c'est important de le rappeler. Je dis ça pour les gens de LFI là, qui vont manifester avec les islamistes. Et en fait, il a mis, une espèce de chape de plomb en fait sur l'Iran. Si vous contestiez son pouvoir, vous étiez arrêté, torturé, exécuté. C'est aussi simple que ça. Et donc évidemment, les Iraniens ne sont pas des guerriers. Hein. Vous savez, l'Iran, c'est un peuple plutôt assez intellectualisé. C'est pour ça que c'est très difficile de le comparer à ce qui s'est passé, en Iran, à ce qui se passe en Libye ou à ce qui s'est passé en Irak. C'est un peuple en fait plutôt assez intellectualisé, c'est un peuple en fait de poètes. Je dis souvent, l'Iran c'est un pays en fait de rois, de mages et de poètes. Vous voyez, c'est ça la culture en fait iranienne. Et donc ils ont obéi, faute de quoi ils étaient encore une fois emprisonnés, exécutés. Voilà comment en fait le régime s'est installé, comment il a régné pendant plus de 4 décennies. Mais aujourd'hui, les Iraniens ont faim
Les Iraniens ne peuvent plus se nourrir, c'est difficile. Ils survivent en fait en Iran. Donc dès lors, ils n'ont plus rien à perdre. En plus, c'est une nouvelle génération, on le disait tout à l'heure, à se retourner contre ce régime. Alors, pour une dernière question un peu sur ce moment de transition en Iran, hein, dans les années 80 en gros, il y a ce décalage déjà de génération à l'époque, du coup entre par exemple les jeunes filles qui s'habillent de manière totalement libre dans les rues et un peu, je sais pas, leurs grand-mères peut-être, qui sont peut-être plus attachées justement au voile, à la pudeur. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a quand même quand on très rapidement passe les premières lois, je pense, de voile obligatoire, enfin vraiment où on enferme un peu les femmes, hein, leurs droits qui décroît très très rapidement. Est-ce qu'il y a déjà des petits mouvements à ce moment-là de contestation ou vraiment... Ça a commencé tout de suite. Les femmes ont été, de mémoire, il me semble que les femmes ont été quasiment les premières, si ce n'est les premières, à manifester en Iran contre le voile. D'accord. Et il y a eu des arrestations. Et vous avez des femmes qui ont été violées, exécutées. Oui, donc assez vite ça... Ça a été très très violent. Très très violent. C'est pour ça que je vous disais que ce qui se passe aujourd'hui, le mouvement de révolte, en fait, il trouve ses racines dans un temps très long, quasiment au début en fait de l'instauration de la République islamique. C'est presque inévitable que ça termine comme ça, en fait, quelque part. Je pense que je disais ce matin à l'un de nos confrères, on n'arrête pas l'histoire, elle est en marche. Donc ce régime est voué de toute façon à s'écrouler. La vraie question aujourd'hui, c'est comment peut-on faire pour accélérer en fait sa chute, car chaque jour qui passe, ce sont des centaines, voire des milliers en fait de morts qu'il y a en Iran. Donc il faut absolument réagir extrêmement vite et faire en sorte de soutenir en fait ces Iraniens qui veulent se débarrasser de cet islamisme, de ce régime totalitaire. On a très peu de nouvelles directes, en tout cas de ce qui se passe là-bas. Hein. Internet a été coupé par le régime, il y a peu de communication. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle et dans les prochains jours, est-ce que les manifestations continuent, s'accentuent ou le régime, à force de tuer des manifestants, en fait, est en train de reprendre le contrôle ou voilà, il y a toujours cette envie de... Qu'est-ce qui se passe là en ce moment, en fait? Je pense, alors, dans le temps très très court, en fait, les manifestations, évidemment, les gens descendent moins dans les rues parce qu'évidemment, ils se font tirer dessus. Pour autant, le mouvement continue. Vous avez peut-être vu hier, il y a quelques images qui nous sont parvenues parce qu'il y a encore un peu d'Internet qui fonctionne, très peu, où c'est ouvert pendant 1 heure ou 2. Il y a des gens qui manifestaient en fait sur leur balcon, qui ont continué sans sortir dans la rue, mais depuis en fait leur balcon ou les toits en fait des immeubles. Je crois que ce mouvement, de toute façon, aujourd'hui, on ne l'arrêtera pas. D'accord. Ça, j'en suis convaincu. Il changera de forme, mais le problème, c'est qu'on risque d'aller, en ne faisant rien, vers des groupes qui vont prendre les armes. Il y a déjà des appels à prendre des armes. Il y a des armes en Iran, les gens peuvent s'armer s'ils... Il y a peu d'armes en Iran, à part des fusils de chasse, parce que les Iraniens sont chasseurs, mais vous avez aujourd'hui des groupes, au Baloutchistan, en Azerbaïdjan, chez les Kurdes, qui ont des armes. Les Kurdes, ils ont des milices armées. Hein, donc, et aujourd'hui, ils ont fait, en fait, jusqu'alors, en sorte de ne pas provoquer... Vous savez, dès les premiers jours, en fait, des manifestations, les mouvements d'opposition iraniens ont passé le message qu'il ne fallait pas déclencher d'incidents qui pourraient provoquer une guerre civile. D'accord, mais vous avez des gens à Paris qui nous expliquent qu'il ne faut pas intervenir parce qu'on va créer l'Irak. Non, ils sont très matures, les chefs politiques iraniens. Ils sont prêts, quoi. Voilà, exactement, et je crois qu'ils sont prêts. Donc il faudrait... Le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui parlent de l'Iran qui sont des spécialistes du monde arabe. Il y a très peu de spécialistes en fait de l'Iran à Paris. Vous en avez quelques-uns, c'est souvent des journalistes binationaux, quelques chercheurs. Il y a Clément Terme, que j'ai vu que vous aviez cité là dans Valeurs Actuelles cette semaine, qui est l'un des plus grands chercheurs français sur l'Iran. Mais les gens comme Clément Terme, ils se comptent, excusez-moi, enfin sur les doigts de la main. Il y en a très très peu. Donc en fait aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut qu'Emmanuel Macron écoute les bonnes personnes, celles qui connaissent bien l'Iran, et non pas des gens qui sont dans le fantasme, si vous voulez, et la comparaison de l'Iran avec l'Irak, la Syrie ou la Libye. Mais alors, d'ailleurs, justement, vous parliez un peu de cette volonté, il faut pas, un peu d'apaisement de certains, qui au début, en tout cas, n'appelaient pas à prendre les armes dans l'opposition, je veux dire. Mais alors aussi au sein de la République islamique d'Iran, le président de la République islamique, qui a peu de pouvoir par rapport à Khamenei, mais qui en a quand même un petit peu, avait appelé au départ, les premiers jours, il parle au ministre de l'Intérieur iranien en disant essayez d'écouter les manifestants. Il y a un peu une volonté d'apaisement les quelques premiers jours. Non. Non, c'est juste de la parole, vraiment. Mais écoutez, Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, vous avez raison, il a appelé le ministre de l'Intérieur à écouter les revendications. Je vous rappelle que Massoud Pezeshkian, c'est un gardien de la Révolution. On n'a quasiment jamais autant exécuté que sous Massoud Pezeshkian. C'est une exécution, en fait, toutes les 5 heures.
D'accord. Enfin, pardonnez-moi, c'était avant les événements, avant les manifestations, c'était une exécution toutes les 5 heures. Là, je crois que c'est plusieurs exécutions, en fait, toutes les 2 heures. Massoud Pezeshkian est un criminel contre l'humanité. C'est le président, on est d'accord? Bien sûr, c'est Oui, le président oui. de la République islamique. Massoud Pezeshkian, il fait probablement partie des gens, si un tribunal pénal international se met en place pour juger les auteurs de crimes contre l'humanité en Iran, il se passera probablement devant des juges. Massoud Pezeshkian, il est comptable de milliers de morts, de milliers d'exécutions injustifiées. D'accord? Même avant la Révolution. Non, mais même avant ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Moi, je vous parle, quand je vous dis qu'il est l'un de ceux qui a le plus exécuté depuis 1979, je vous parle avant le mouvement de révolte. Et c'est les Donc exécutions déjà, c'est pour encore quel pire, là. motif, en fait? Comment ça se passe, la justice là-bas? Enfin, on peut se Non, demander. mais la justice, écoutez, je vais vous rappeler, Emmanuel Macron a serré la main en fait d'Ebrahim Raïssi, qui est un des anciens présidents, le prédécesseur de Massoud Pezeshkian, qui est mort dans un accident d'hélicoptère il y a 2 ans environ. On l'appelait en fait le boucher de Téhéran. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait présidé dans les années 80 à des milliers d'exécutions. À minima, il était procureur général de Téhéran, procureur général adjoint du tribunal islamique. Au moins 8000 sentences de mort qu'il a prononcées, et il disait en riant, il se vantait en riant de ne même pas avoir lu en fait les dossiers des gens qu'il condamnait à mort. En Iran, il suffit de critiquer le régime pour être emprisonné. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal. D'accord. Il suffit que vous critiquiez le régime pour être emprisonné. Pas automatiquement exécuté quand même. Non, mais enfin, en général, la porte d'entrée dans les prisons iraniennes, c'est souvent en fait la torture et le viol. D'accord? Donc il est quand même bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler parce que j'ai pu entendre dire parfois que l'Iran, oui, c'est une dictature souple, les mollahs, ils ont une république un peu dure. Non. C'est un régime tortionnaire. C'est un régime qui n'a rien à envier en fait au régime nazi. C'est un régime barbare. C'est un régime qui commet des crimes contre l'humanité, des crimes de masse, très clairement. Des crimes de guerre. C'est un régime qui utilise des escadrons de la mort composés de miliciens du Hezbollah, des milices irakiennes chiites, d'accord? Il ne faut pas l'oublier, et de miliciens afghans. Mais alors, cette répression très forte, elle existait un petit peu sous les Shahs avant, ou c'est vraiment arrivé avec les mollahs, ou tant que ça s'est amplifié? Non, mais la répression d'une telle ampleur, ça n'existait pas avant. Les mollahs ont fait pire. Sous le Shah, le communisme était interdit. Il faut comprendre que l'Iran était un pays quand même voisin de l'URSS, de plusieurs d'ailleurs pays de l'URSS. Il y avait énormément d'ingérence en fait communiste, soviétique en Iran, et donc le Shah avait interdit le communisme. D'accord? Et donc, quand vous étiez communiste, vous saviez ce que vous encouriez. Je ne dis pas que c'était bien, hein, encore une fois, mais l'Iran, c'est pas la France. Donc, il faut arrêter en fait toujours de pointer du doigt ce qui se passait en fait à l'époque en fait du Shah. Il essayait de faire en sorte de protéger son pays des ingérences soviétiques. D'accord? Mais ça, aujourd'hui, c'est inaudible, hein, parce qu'on vous ramène toujours à la Savak, etc. Le Shah, très clairement, a fait arrêter, enfin en tout cas sa police secrète, effectivement, des centaines, peut-être des milliers en fait de miliciens ou de militants communistes, qui étaient... Alors il y a eu plusieurs périodes, voilà, qui étaient, hein, il y avait la torture a existé aussi, Oui. voilà, mais globalement en Iran, vous pouviez en fait faire ce que vous vouliez à condition de ne pas être communiste ou de ne pas être islamiste aussi, puisque vous aviez une organisation terroriste islamiste qui s'appelait les Fédaïns de l'Islam, dont était issu, enfin Khomeini en était un proche, voilà. Mais je rappelle que l'Iran du Shah, c'est ça, il faut le dire quand même. Khomeini était condamné à mort sous le Shah, Khomeini l'a gracié. Le Shah l'a gracié. D'accord. Pardonnez-moi. Massoud Rajavi, qui était l'un des complices de Khomeini dans la révolution, pour mener à bien la révolution islamique, il avait été condamné à mort aussi. Le Shah l'a gracié. En fait, le Shah a gracié en fait, ceux qui ont fait tomber son régime et qui ont été les bourreaux du peuple iranien. Et donc, il faut critiquer le Shah, moi je comprends tout à fait ce qui se passait à l'époque, mais de l'autre côté, il faut ramener aussi les choses à ce qu'elles étaient réellement. D'accord? Et c'est pas aussi simple qu'on veut nous l'expliquer en fait en France. Je sais que ce que je vous dis là, déjà, c'est politiquement incorrect. Hein. Non, mais Mais c'est aussi une réalité. Je connais bien l'histoire de ce pays qui est l'Iran. Ma famille a eu à la vivre, évidemment, et en tant que journaliste, je travaille dessus depuis plus de 30 ans. Je peux vous garantir, avec des témoins de premier plan que je connais bien. D'accord? Donc j'ai autant interviewé des gens qui sont proches des monarchistes que des gens en fait qui ont œuvré au sein des Gardiens de la Révolution. Lisez mes livres. Je cite Mohsen Shazegara, le fondateur des Gardiens de la Révolution, que j'ai interviewé. Pour tout vous dire, j'ai encore discuté hier avec lui. Donc vous voyez, j'essaye d'avoir une vision extrêmement panoramique de ce qu'est l'histoire de cette révolution islamique, de ce qu'elle a produit.
Vous me racontiez juste avant qu'on commence cette interview que, ça on le sait mal, je pense, que sous le Shah, enfin avant la Révolution, les mollahs qu'aujourd'hui on voit un peu de loin comme des guides spirituels un peu, enfin des choses comme ça, ne l'étaient pas vraiment. En réalité, il y avait aussi un pouvoir terrestre un peu qui était... Alors, il ne l'était pas seulement, Oui. c'est-à-dire que les mollahs jouissaient d'un pouvoir très important en Iran, et dans les dernières années, en tout cas de la monarchie, ils étaient quand même très puissants. Si vous voulez, notamment dans le monde rural. Il faut comprendre que les mollahs, dans le monde rural, dans l'espace rural, ils jouaient à la fois les juges de paix, c'était une autorité religieuse en même temps que judiciaire, et ils disposaient aussi de beaucoup en fait de propriétés. C'était des propriétaires terriens, les mollahs. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1963, le Shah d'Iran a décidé en fait de mener en fait la Révolution blanche, qui consistait notamment, il n'y avait pas que ça dans ses réformes, mais de lancer une réforme agraire, d'accord. Et lors de cette réforme agraire, il a imposé aux mollahs de leur racheter leurs terres à bas prix, pour ne pas dire à vil prix, pour les redistribuer en fait aux paysans D'accord. qui travaillaient presque comme des serfs, hein. Il y avait une forme de servage qui existait encore en Iran, qui travaillaient exploités en fait par les mollahs. Et si vous voulez, une partie en fait de ceux qui se sont révoltés contre le Shah se sont révoltés parce qu'ils avaient été obligés en fait de céder leurs terres et de les céder en fait à leurs ouvriers agricoles. Voilà. Donc on raconte rarement une partie en fait de la révolution en fait islamiste. Elle vient en fait de cela. Elle vient pas que de ça, parce qu'il y a eu aussi les communistes iraniens. Les communistes iraniens étaient révolutionnaires, considéraient que le Shah était un impérialiste, qu'il était à la botte des Américains. Donc, si vous voulez, ces mouvements révolutionnaires islamistes et révolutionnaires communistes se sont croisés, d'accord, ont convergé, d'accord, pour mener cette révolution et renverser en fait le régime du Shah. Mais vous l'avez dit vous-même, sous le Shah, les filles étaient en mini-jupe si elles voulaient. Moi, je me souviens enfant d'être allé, on allait à la mer Caspienne, donc les filles étaient en bikini à la mer Caspienne. Hein. Moi, mes tantes, mes cousines, elles étaient en bikini à la mer Caspienne. Voilà, c'était autre chose. Mais il faut cesser d'analyser en fait l'Iran à travers la France. Le logiciel politique de l'Iran, c'est pas le logiciel politique de la France. Simplement, ce qu'on dit, ce qui est de bon sens, me semble-t-il, c'est qu'on ne peut pas laisser perdurer un régime qui massacre sa population. D'accord ? Pour le reste, les Iraniens, ils veulent la démocratie. Ils auront leur propre système, sans doute, de démocratie, voilà, qui correspondra peut-être pas à 100% à ce qu'est la démocratie à la française. Je n'en sais rien, je suis même pas légitime pour en parler. Je considère que je vis à l'extérieur de l'Iran, pas à l'intérieur. C'est aux Iraniens de l'intérieur de juger. Mais quand vous parliez là juste de ces exemples de vos tantes ou enfin, de familles qui pouvaient être en bikini, en mini-jupe, est-ce qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui les jugeaient? Enfin, il y avait déjà un peu je sais pas, des personnes peut-être plus âgées ou pas, d'ailleurs, mais plus radicales, ou même les mollahs eux-mêmes, qui disaient, rhabillez-vous quand même, enfin, on est contre ça, ou pas Ça a tellement? toujours un peu existé, si, ça a toujours un peu existé, C'est mais pas venu de nulle part non plus, quoi. Voilà, non, c'est pas venu de nulle part, vous avez raison, bien sûr, ça vient de quelque part. Je vous l'ai dit, Khomeini était très proche en fait d'une organisation qui s'appelait les Fedayeen Islam. Les Fedayeen Islam, ils prônaient un islam extrêmement rigoriste. C'était l'islam des frères musulmans égyptiens ramenés à la sauce iranienne. D'ailleurs, ils avaient prêté serment de fidélité aux frères musulmans égyptiens. Donc ça existait évidemment, mais globalement, si vous voulez, les gens vivaient un peu comme ils le voulaient, comme ils l'entendaient. Les mollahs avaient un certain pouvoir, mais ils n'avaient plus le pouvoir qu'ils avaient eu, si vous voulez, auparavant. Donc évidemment, la révolution, elle ne vient pas non plus en fait de nulle part, mais globalement, la société iranienne, elle aspire encore une fois à vivre en paix. Elle mettra en place son propre système, moi je pense, de démocratie. C'est ce que je comprends quand je discute avec les chefs des oppositions. C'est une démocratie qui sera un peu différente. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Iran, c'est un pays de tribus et de minorités ethniques. Et dès lors, ils disent tous que dans la Constitution, il faut fixer la protection des droits des minorités ethniques et des minorités de genre aussi, des minorités sexuelles. C'est quand même assez intéressant. Donc l'Iran, tel que je vois ces mouvements d'opposition, aujourd'hui, je les vois comme un laboratoire, si vous voulez, de démocratie du XXIe siècle. C'est pour ça que je dis que ce sera un peu différent. Je pense qu'ils seront très avant-gardistes sur ce que doivent être les démocraties au XXIe siècle. Et malgré plus de 40 ans d'islam radical et de... Parce que ce sont des gens bien formés, ce sont des gens qui ont eu accès à Internet et qui regardent comment va le monde et qui ont tellement souffert du totalitarisme qu'ils veulent aujourd'hui protéger l'ensemble. Moi, quand je discute avec les chefs des oppositions, ils disent tous qu'ils veulent protéger l'ensemble des Iraniens dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire les minorités de genre ou minorité ethnique. Voilà, et donc effectivement, nous en France, on n'a pas de minorité ethnique a priori, donc forcément, c'est pas gravé, je crois, dans notre Constitution. Là, ça le sera, ils le souhaitent en tout cas, tous, que ce soit gravé dans la Constitution, la prochaine Constitution iranienne, pour autant que le régime des islamistes tombe.
On rappelle que justement, oui, actuellement, au moment où on parle, et probablement encore dans les prochains jours, et peut-être plus longtemps encore, la population iranienne est dans les rues, hein, se rebelle contre le régime des mollahs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez possible comme scénario dans les prochaines semaines, prochains mois pour le peuple iranien? Bon, écoutez, je souhaite que les massacres s'arrêtent. Le plus urgent, c'est ça, mais c'est surtout que le régime tombe dans le même temps. C'est-à-dire que je crois que ce n'est pas une priorité, il y a un ensemble de priorités. Il faut que le régime des mollahs tombe. Il faut aider à le renverser. Il faut que les massacres en fait s'arrêtent. Il faut que les États, les grandes démocraties occidentales, à commencer par les États-Unis, mais la France également, aident les Iraniens à reprendre leur destin en main, les aident. Les Iraniens n'arrêtent pas d'appeler, moi, les chefs des oppositions en permanence. Je l'ai dit dans le Figaro Magazine l'autre jour, enfin, c'est Reza Pahlavi qui me le dit, qui enjoint Emmanuel Macron à se placer du bon côté, en fait, de l'histoire, être avec ceux qui luttent pour la démocratie, qui défendent les valeurs humanistes françaises, qui font le ciment de notre République, à se mettre de leur côté, à les soutenir et à cesser de discuter, de négocier avec des islamistes qui ne valent pas mieux que les nazis. Eh ben, merci beaucoup Merci à vous. pour cet entretien et tous vos témoignages et ce que vous avez pu nous raconter.